Bien, je vous remercie de cette invitation. Il est parti déjà. En général, on remercie celui qui invite. C'est pas la première fois, je ne me souviens plus, mais c'est déjà 2 ou 3 fois que je viens parler à votre cercle ça m'a toujours plu, ne serait-ce que parce que par après, il y a eu débat et j'espère qu'il y aura débat. Je vais amorcer la pompe de diverses manières. C'est pas un vrai colloque qu'on fait là, ici, hein, c'est un exposé. Le brave garçon qui m'a introduit, là, Rougeron, je suis sûr qu'il ne sait pas ce que veut dire le mot colloque. Moi, je le rappelle à mes chers collègues, colloque, ça veut dire boire, s'embrasser. Et le symposium, c'est boire du vin ensemble. Ouais, donc, du coup, on a perdu cette idée un peu coquine. D'ailleurs, le dernier mot intéressant, qui est le mot congrès, étymologiquement, c'est congressus in uteru. Vous voyez ce que ça veut dire? Je ne traduis pas. Donc, de toute façon, tous ces mots qui sont des mots savants deviennent des mots coquins. Alors, je ne me souviens pas d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, avoir choisi ce titre au-delà de la bien-pensance, puisque en fait, j'avais l'intention de parler d'apologie, hein, pour en gros faire connaître un peu ce que j'essaie de faire depuis fort temps. Alors, au-delà de la bien-pensance, j'aurais rajouté, moi, si j'avais été celui qui avait proposé ce titre, j'aurais dit au-delà ou en deçà de la bien-pensance. Puisque d'une certaine manière, c'est vrai que depuis un certain nombre d'années, j'essaie de ne pas rester dans la conformité, en quelque sorte. Mais pas vraiment au-delà, autre chose, en quelque sorte. Et Rougeron l'a bien dit tout à l'heure, c'est faire état de mon chemin de pensée, puisque c'est surtout un bilan. J'ai personnellement 80 ans, et c'est depuis 53 ans, hein, puisque c'est à ce moment, en 72, que j'ai publié mes premiers livres. Et là, voilà, c'était une espèce de bilan sur ce long chemin de pensée. Faisant état, et je vous prie de m'en excuser, je vais essayer de rendre attentif à ce que j'appelle cette sensibilité théorique qui est la mienne. Quand j'emploie ce terme, quand j'employais ce mot dans les débats intellectuels, c'était quelque chose qui choquait, parce que sensibilité, ça ne renvoie pas à quelque chose qui est purement intellectuel. Mais un de mes dadas théoriques, dans le fond, c'est de montrer, j'en parlerai tout à l'heure peut-être si j'ai le temps, inspiré que je suis par saint Thomas d'Aquin, de voir cette conjonction qui existe entre le corps et l'esprit. Et un de mes livres, d'ailleurs, s'appelle Éloge de la raison sensible. Vous voyez, donc d'une certaine manière, c'est un peu ce bilan que j'essaie de faire. Alors, biographie, bien sûr, puisque c'est le sous-titre intellectuel, euh, je- où je parle assez longuement de ce que fut mon enfance villageoise. Je suis d'un petit village des Cévennes, dans le sud de la France, où j'ai appris énormément de choses. Et dans le fond, par après, tout ce chemin de pensée, dans le sens simple du terme, ben, s'est employé à montrer ce que je devais véritablement à cette sagesse populaire, hein. Et c'est un oxymore qui m'est cher, dont je parle souvent, qui est l'enracinement dynamique, hein. La plante humaine, tout d'un coup, se souvient que comme toute plante, elle a besoin de racines pour croître. Et cet oxymore, qui est pour moi quelque chose que je redis souvent ou trop souvent, c'est bien de montrer qu'il n'y a de dynamisme, c'est-à-dire de force, que dans la mesure où il y a la reconnaissance de ces racines, de cet enracinement. Le constat que j'essaie de dire, pour essayer de montrer en quelque sorte comment je ne m'accordais pas à la bien-pensance, j'insiste un peu là-dessus, 2 éléments importants. D'une part, à l'encontre de ce qu'il est un peu trop fréquent de dire et, et de faire, ma position a été ni judicative ni normative, hein. Je considérais que c'était un autre métier, hein, que je ne suis pas un flic, je ne suis pas un curé, donc je n'ai pas à dire ce que doit être le monde en quelque sorte. Mais au contraire, faisant un constat, hein. Jung disait: penser est difficile, on préfère en général juger. Et moi, il m'a fallu en quelque sorte, on est formé par le jugement. Alors qu'il convient, et pour ma part, j'ai essayé de montrer à tous mes étudiants qu'il fallait, dans le sens simple du terme, se purger.
cela, hein, la catharsis, en quelque sorte, pour justement constater un certain nombre de choses. La deuxième obsession théorique qui fut la mienne, à l'encontre, là aussi, de quelque chose qui est dans le fond assez banal, mais qui est ce qui est dominant, c'est l'au-delà de la critique. En général, il convient toujours d'être critique. Moi, pour ma part, j'ai été à cet égard influencé par Baudrillard et nous avons souvent discuté là-dessus. La critique, Krinein, c'est toujours, encore une fois, il s'agit de juger. Alors que la position qui fut la mienne, j'ai bien dit à qui je le devais, à Baudrillard, c'est plutôt une attitude de radicalité. Hein. J'ai dit tout à l'heure enracinement, racine, etc. Et la radicalité, c'est tout simplement cela. Donc, essayez à bien des égards de revenir à cette radicalité soyez attentifs à ces deux petits mots très simples, contre une logique du devoir-être qui est toujours la logique de la critique. Devoir-être, ce que devrait être le monde, ce qu'on aimerait ce qu'il soit, ce qui pourrait être, etc. Vous voyez, on peut le décliner à l'infini, et c'est quelque chose qui est au fondement même, dans le fond du moralisme, qui est au fondement même de la politique, et pour ma part, je suis ni moral, ni politique. Et j'ai essayé de montrer comment, Nietzsche parlait de la moraline, hein, cette sécrétion en quelque sorte, hein, et qu'au-delà du moralisme, de la moraline et du politique, bien, il faut savoir. Hein. Si je m'amuse un peu sur le savoir, je l'écris toujours CCD, voir ça, en quelque sorte. Hein. Et d'une certaine manière, c'est ce qui me paraît important, justement, pour éviter, à bien des égards, la langue de bois qui est dominante dans la main, un sens actuellement. Et on le voit comment de diverses manières. Ce que j'appelle le patois intellectuel, qui est fait, dans le fond, de toute une série d'incantations. Les ethnologues nous ont montré que, dans le fond, l'incantation, c'est quand on chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. Et il y a actuellement des quantités d'incantations, je ne sais pas, valeurs républicaines, démocratie, contrat social, et on pourrait multiplier à l'infini les expressions dans ce sens, qui, moi, me paraissent justement n'être plus en phase avec ce qui est vécu. Mais l'incantation, vous voyez, c'est l'image que je donne, par exemple, un peu grivoise. On ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà une incantation. Eh bien, d'une certaine manière, il y a dans le discours officiel toute une série d'incantations, je dis bien, dont on n'est même pas convaincu, mais qu'il faut dire. D'une certaine manière, c'est la période du mensonge dans lequel nous vivons, et que ces incantations, dans le fond, et ça c'est aussi une caractéristique de ce qui est dominant dans cette bien-pensance, dans le sens simple du terme, une espèce de paranoïa dominante. Paranoïa, là encore, hein, revenons ou pensons au grec. Paranoïen, c'est ce savoir par en haut, en quelque sorte, hein, qui fait que finalement, le peuple ne sait pas véritablement. Et il convient, d'une certaine manière, qu'on lui dise combien il convient de penser, ce qu'il convient de faire, etc. Ça, c'est la paranoïa, qui n'est pas simplement la maladie psychiatrique que l'on sait, mais tout simplement ce qui est dominant, encore une fois, dans le savoir officiel, qui nous vient. Et je sais que ce que je dis peut être choquant, mais je ne peux pas ne pas le dire, qui revient finalement de la philosophie des Lumières, le 18e, et qui trouve sa concrétisation actuellement dans le wokisme dominant. C'est-à-dire quand on va universaliser une particularité. Hein, c'est-à-dire quand finalement on va penser tout simplement les droits de l'homme, on dit maintenant droit de l'homisme, en oubliant qu'il y a des devoirs et des obligations. Une grande dame de la pensée qui est Simone Weil, j'entends la philosophe, dans son livre qui s'appelle L'enracinement, montre que justement il y a eu cette domination des droits en oubliant, elle dit, les obligations. Mais les obligations, c'est les devoirs, les lois de la nature, pour le dire dans le fond, fort simplement. Alors voilà un peu ce qui me paraît nécessaire, je le dis comme ça, même si je considère que c'est difficile, d'éviter la paranoïa que je viens ici d'indiquer, de la manière ça. Et alors c'est à ce moment-là, et je suis heureux, je crois que j'ai repris mes notes quand j'ai parlé ici la dernière fois, et je le rappelle encore, hein, notre propos est souvent de redire les mêmes choses, puisque c'est le cercle Aristote. Je rappelle qu'Aristote, quand justement il fait cette espèce de distinction entre la pensée
la philosophie pour lui, et la doxa, l'opinion, il dit il faut savoir poser bellement des questions. Kalos apoierestai en grec. Et dans le fond, c'est important d'avoir cette idée du questionnement fondamental et ne pas déjà donner les réponses en quelque sorte. Apoierestai, en français, nous avons le mot aporie. Aporie, c'est quand il n'y a pas de solution. Et d'une manière triviale, mais non moins intéressante, aporie, c'est finalement un col qu'il est difficile à franchir pour atteindre l'autre vallée, etc. Vous voyez, bon, pour moi, c'est ça la pensée d'Aristote et la pensée du questionnement. Je rappelle, puisque je suis encore disciple d'Heidegger, et dans mon livre, je parle des 4 rencontres qu'il m'a concédées, et bien que Heidegger, c'était exactement pareil. Hein. Son propos, justement, sa différence à partir de 1929, quand il publie Être et temps, c'était de montrer justement qu'il convenait de savoir poser les questions. Et, et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, il refuse le titre de philosophe, hein, pour dire le penseur n'a pas, en quelque sorte, à se préoccuper des grands systèmes, mais savoir poser des questions. Un des termes malheureusement mal traduit en français, un livre qui est Holzwegen, et qui est traduit en français par « Chemin qui ne mène nulle part », hein, voilà, le livre d'Heidegger. C'est fort dommage parce que Holzwegen, c'est en montagne, pour les montagnards le savent bien, c'est ces chemins de traverse, vous voyez, qui ne sont pas balisés, mais que le vrai montagnard va repérer, va savoir ce qu'il convient de faire, de suivre en quelque sorte, pour ne pas prendre une déclivité qui soit trop haute, trop importante et tout à l'avenant. Et cette expression de Heidegger dans Holzwegen, c'est précisément, encore une fois, de savoir poser les questions. Hein, ne pas a priori donner les réponses, mais savoir poser des questions. Voilà un peu, si vous voulez, la sensibilité, hein, que j'ai dit, qui m'a guidé tout au long de ma carrière. Mais avant, je vais aller un peu plus avant dans un instant, mais je vous prie de m'excuser. Chaque fois qu'on prend le risque de m'inviter, je ne peux pas ne pas dire quelques banalités de base. Et chacun a ses banalités. Moi, j'en ai 2 ou 3 comme ça que je dis chaque fois parce que je considère qu'il faut les rappeler. La première de ces banalités, c'est que ce qu'est notre cerveau reptilien, si je puis dire ainsi, dans le sens simple du terme, pas simplement la raison raisonnante, mais la vraie culture, ce qu'on suce avec le lait maternel, sans bien y faire attention, de la petite enfance à l'alma mater universitaire, c'est fondamentalement, pour le dire au travers d'un terme fort simple, un linéarisme qui est sûr de lui-même. L'humanité serait partie d'un point A de barbarie et va inéluctablement arriver à un point B de civilisation absolue. C'est ça le linéarisme. Il y a bien sûr des expressions un peu plus savantes. Il ne faut pas oublier que c'est au XIXe siècle, qui est pour moi le grand siècle de la modernité, que Hegel va élaborer cette fameuse philosophie de l'histoire. Histoire avec un grand H. Avant, il y avait de l'historiographie. On se souvient de Joinville et de Saint-Louis, bien sûr, mais on notait les hauts faits des grands et des puissants de ce monde sans l'inscrire dans ce linéarisme que je viens d'indiquer. C'est la philosophie de l'histoire, et puis c'est le progressisme. Hein, c'est le grand mythe du progrès. Pour moi, voyez-vous, la bien-pensance repose essentiellement sur ce progressisme. On y arrivera. Hein, demain, on rasera gratis. Les lendemains qui chantent. Et ce mythe du progrès, je dois vous avouer que ce fut à l'époque, et c'était pas évident, quand j'ai passé ma thèse d'État, c'était 1978, ça a été publié de diverses manières. La première partie de cette thèse, c'était une critique du mythe du progrès, donc du progressisme. Vous voyez, et donc c'était, à l'époque, c'est formel. Alors, je dirais que ça, c'est notre cerveau reptilien. Encore une fois, quand je dis, vous avez compris ce qu'on a intégré sans bien y faire attention. À l'opposé de cela, quand on regarde sur 2000 ans de temps, qui est notre champ d'observation des histoires humaines, hein, Joseph de Maistre dirait le bon sens et la droite raison réunis. Simple observation, hein, reliant ce que je viens d'indiquer. C'est que justement, il n'y a pas ce linéarisme, qu'il n'y a pas cette espèce de progressisme assuré de lui-même, mais que, dans le fond, alors trouvons les termes, peu importe en la matière, conception cyclique du monde, ou, pour ma part, je préfère revenir à un mot très simple, les époques. Il y a des époques.
En grec, là encore, le grec est instructif. Époqué, époque, en grec, ça veut dire parenthèse. Une parenthèse, ça s'ouvre, une parenthèse, ça se ferme. Voilà pourquoi je dis ça. Vous voyez que de mon point de vue, est en train de se fermer la parenthèse moderne. Quelque chose d'autre est en gestation, j'y reviendrai. Mais voilà, une époque, ça dure 3, 4 siècles. Des observations diverses là-dessus, selon économistes, philosophes ou anthropologues qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais peu importe. Gardons 3 siècles. Entre des époques, et soyez attentifs à la différence sémantique que je fais, il y a des périodes. Une période, ça dure quelques décennies. Période, si vous voulez, où on pressent la saturation des valeurs qui ont marqué la période précédente et où on ne peut en quelque sorte que balbutier sur ce qui est en train de naître. C'est ce que nous vivons actuellement. Quelques décennies où, j'ai dit pressentir, on renifle en quelque sorte que les grandes valeurs modernes ont fait leur temps. Et en même temps, il est délicat de faire système sur ce qui est en train de naître. Voilà un peu mon hypothèse, si vous voulez. C'est-à-dire reconnaître fondamentalement qu'il y a de l'impermanence et de la continuité. Impermanence d'une certaine... Ce qu'il est convenu, moi je n'aime pas le mot, mais ce qu'il est convenu d'appeler les valeurs modernes, individualisme, rationalisme, progressisme, on a là le trépied de la modernité, et en même temps continuité de la vie. Voyez. Et il y a, moi, ça continue à me frapper là actuellement. J'ai lu toute une série de choses par exemple, je suis en train de relire ce philosophe russo français vécu en France à partir des années 20, Berdyaev, Nicolas Berdyaev, qui parle du relevé rythmique, montrant comment il y a régulièrement quelque chose qui va se relever à partir de ce qui cesse. C'est le mécanisme de la saturation. Les diverses molécules qui composent un corps donné ne peuvent pas rester ensemble, divorce, déconstruction, etc. Mais, et c'est le mais qui est important, ces mêmes molécules vont rentrer dans une autre composition et donner un autre corps. Voilà le processus de saturation. C'est ça le relevé rythmique, où ce grand penseur du 19e qui s'appelle Ballanche, qui a inspiré à bien des égards Chateaubriand, avait ce mot, retenez le mot, palingénésie. Palingénésie, c'est-à-dire genèse à nouvelle, genèse à nouveau. Et la palingénésie, d'une manière organique, c'est une plante qui va renaître à partir de ses cendres. Voyez. Et on pourrait trouver des quantités d'expressions de cet ordre. Pour le dire fort simplement, c'est que, encore une fois, dans cette observation, décadence, renaissance. Il ne faut pas avoir peur de montrer qu'il y a, encore une fois, ce balancier qui est finalement, la mythologie nous le montre. C'est le mythe du phénix. Le mythe du phénix repose essentiellement là-dessus. Pour le dire fort simplement, ma proposition, c'est de dire la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Voilà, impermanence et continuité. Et donc, c'est cela que la bien-pensance a du mal à admettre en fonction de ce que j'indiquais tout à l'heure, cette espèce de progressisme structurel, en quelque sorte, qui fait qu'on y arrivera un jour ou l'autre, un peu plus tard. Deuxième banalité, c'est que quand il y a justement ces mutations, il convient de trouver les termes qui conviennent. Notre espèce animale est ce qu'elle est. Vous vous souvenez, l'expression de Camus, je la redis quand même si on l'a entendu souvent, mal nommer les choses contribue au malheur du monde. Quand Camus, ce qu'on sait moins, c'est que quand Camus prononce cette formule, il est en train de lire La République de Platon, où Platon montre qu'il y a régulièrement il y a un processus de dégénérescence, là de la démocratie, mais dans le sens où la démocratie signifiait quelque chose dans la Grèce antique. Et Platon a cette expression très simple, il dit à ces moments-là, il y a la fraude aux mots. Des mots, encore une fois, qu'on utilise pour frauder. C'est maintenant, je le disais tout à l'heure, le mensonge. Donc il convient de trouver les mots les moins faux possibles. En rendant attentif à cette chose très simple, l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 1, le verbe est stricto sensu régénérant. Au début était le verbe. Voyez. Et donc, voilà ma deuxième banalité, il convient de trouver les mots, encore une fois, je dis bien, pas le concept, concepire, c'est enfermé.
Donc je suis personnellement contre les concepts, hein, mais des notions, des métaphores, des allégories, en quelque sorte, hein, qui provisoirement indiquent en quelque sorte ce qui serait en train de naître. Je dis les mots les moins faux possibles. Et encore une fois, pas quelque chose qui est définitif, mais justement pour redonner au verbe quelque chose qui est régénérant. Je le dis, c'est important cela. Parce que justement, on croule sous ces Niagara d'eau tiède de bons sentiments, de discours qui ne veulent plus rien dire, hein. Je rappelle toujours ce grand théoricien qui était Raymond DeVos, disait « Quand j'ai rien à dire, je veux que ça se sache ». Voilà. Et appliquer cette phrase à des quantités de discours journalistiques, politiques, experts en tout genre, vous savez exactement ce qui est en gestation ici. Voilà. Donc, redonner au contraire cette espèce de dimension, encore une fois, régénérante au verbe. Troisième banalité, c'est que justement, quand il y a cette espèce de décalage, eh bien, il y a un désaccord. Moi, c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement, et là aussi, on en parle peu, rarement, pas assez, entre la société officielle et la société officieuse. Société officielle qui va rester en quelque sorte sur les grandes valeurs, avec les analyses qui viennent, encore une fois, du 19e siècle, on en parlera si vous le désirez, et puis une société officieuse, le peuple. En particulier, je dirais, moi, ces jeunes générations, qui ne se reconnaissent plus, à bien des égards, dans ce qui est officiel. Voyez. Et cela recoupe ce qui est le cœur battant de toute mon œuvre, ce que j'avais développé dans les années 70, cette différence entre le pouvoir et la puissance. Encore des mots que l'on emploie l'un pour l'autre. Le pouvoir, c'est ce qui est institué. La puissance est instituante. Quand ça marche, il y a un accord entre le pouvoir et la puissance. Et je considère qu'en ce moment qui ne fut pas négligeable, au 19e, début du 20e, ce qu'on a appelé l'idéal démocratique, hein, c'est cette grande dame aussi, philosophe, Hannah Arendt, qui l'avait proposé, eh bien c'était dans le fond un accord entre ce pouvoir et cette puissance. Et quand je formulais à l'époque cette différence, je m'appuyais tout simplement sur une très belle analyse de saint Thomas d'Aquin. La proposition de saint Thomas est très simple. Omnis potestas ad deum per populo. Hein, tout le pouvoir à Dieu par le peuple. Hein, et c'est cette idée de per populum qui me paraît important pour bien comprendre cette espèce de différence qui fait que, au-delà, je dirais, des institutions, il convient de voir justement ce que j'ai appelé personnellement la centralité souterraine. Hein, ce à partir de quoi, finalement, se constitue, dans le sens simple du terme, l'être ensemble. Voilà. Alors, vous voyez, il est des moments, vous conviendrez que actuellement c'est un de ces moments où il y a ce déphasage, ce décalage. Hein. Et on pourra, si vous le désirez, tout à l'heure parler de ce qui ne signifie plus du tout de la démocratie actuellement. Il n'y a plus de représentation philosophique et donc de représentation politique. Il n'y a plus d'accord de cet ordre et cela traduit ce déphasage. Alors à ce moment-là, et c'est ma dernière banalité, il convient bien évidemment de trouver, Chateaubriand avait une très belle idée, ce qu'il appelait des idées mères ou idées principes. Principium, c'est ce qui est le fondement. Princeps, c'est ce qui fait autorité, le prince. Et d'une certaine manière, il disait que voilà, il faut revenir à ça. Il commande d'ailleurs Pascal, toute notre dignité consiste en la pensée. Notre dignité consiste en la pensée. Petite phrase de rien du tout, mais qui d'une certaine manière, justement, n'est plus du tout à l'œuvre actuellement. Et là, c'est à chacun d'entre nous, en quelque sorte, de participer à cet accord. Et en particulier, en se méfiant à bien des égards, justement, de ce qui est officiel. Hegel, 1820, avait cette belle formule disant « La lecture du journal, c'est la prière de l'homme moderne ». Étant entendu que lui faisait œuvre ésotérique, si je puis dire, difficile pour ceux qui connaissent Hegel. Et donc, il fallait qu'il y ait la lecture du journal qui était la dimension exotérique. Mais ça voulait dire qu'il y avait un accord entre l'ésotérique et l'exotérique. Plutôt, l'exotérique se fondait sur l'ésotérique, sur la pensée philosophique qui demeure. Et quelques décennies plus tard, c'est en 82, Nietzsche avait cette belle expression, ça m'amuse de citer ces deux références, voyez,
vomitus matutinus. Je ne traduis pas. Le vomi du matin. Il ne savait pas qu'il y avait aussi des journaux du soir à l'époque. Mais enfin, bon. Donc, ce vomitus matutinus, avec cette expression « encore un siècle de journalisme et les mots purons ». Voilà. Et de fait, je pense que c'est un peu ce qui est en jeu actuellement. Hein, ce que j'appelle, et ça sera l'objet d'un prochain pamphlet que je ferai, la médiocrité de la médiacratie. Voilà. Qui, d'une certaine manière, dans le sens simple du terme, hein, représente encore une fois cette espèce de bien-pensance qui, d'une certaine manière, je l'ai dit tout à l'heure, n'a plus rien à voir, etc. Voilà, c'est à partir de ça, vous voulez, que j'essaie de développer dans cette apologie. Oui, oui. Mon éditeur voulait pas que je dise apologie. Hein. Apologie, c'est un peu, ça fait une espèce un peu prétentieux. Je me suis inspiré, en fait, je vous le conseille, parce que c'est pour moi un grand penseur du 19e siècle, qui est le cardinal Newman, qui a écrit des livres d'une grande qualité, Grammaire de l'assentiment, entre autres, etc. Mais il y a un petit livre de lui qui est très aisé à lire et que je vous conseille, qui est traduit en français maintenant, qui est Apologia Provitas Sua. Hein, apologie pour ça, Provitas Sua, etc. Où il montre en quelque sorte ses démêlés, la disputatio. Hein, il était anglican, il va devenir catholique, il finit cardinal, voyez. Mais d'une certaine manière, il montre quel a été ce chemin, encore une fois, qui a été le sien, démêlés, disputatio, etc. Et c'est ce qu'il appelle apologie. Voilà. Alors, oublions ce qui est là derrière ce terme, voyons tout simplement, j'insiste sur ce mot parce que pour moi c'est important, ce qui est de l'ordre, j'ai dit tout à l'heure, du questionnement, la vraie disputatio, hein, dans le sens universitaire du terme, et que cette vraie disputatio qui, de mon point de vue, fait à bien des égards défaut. Mais c'est cette apologie où j'essaie de montrer, je reprends ici d'ailleurs une idée très simple, une idée que malheureusement en France on n'utilise pas assez, c'est que dans ce que j'ai appelé tout à l'heure ce balancement ou ce balancier des histoires humaines, il y a des grandes époques qui sont rationalistes et il y a des grandes époques qui sont sensualistes. Alors, vous voyez, sans vouloir égrener tous les auteurs, mais bien sûr c'est Nietzsche, a priori, qui dit ça. Mais en histoire de l'art, c'est Walter Pater, qui montre ce balancement entre les périodes classiques et les périodes baroques, par exemple. Voilà. C'est Mannheim en philosophie ou en sociologie. En gros, et retenez ces deux mots, ces deux noms. Enfin, j'hésite toujours dans ces deux noms. Enfin, des grandes périodes apolliniennes. Alors, j'hésite toujours, Apollon ou Prométhée, à voir. Là, ils sont très proches l'un de l'autre. Et d'autres époques dionysiaques. Voilà mon sentiment. Et que d'une certaine manière, vous l'avez compris, pour moi, il y a un glissement qui est en train de s'opérer actuellement. Modernité apollinienne ou prométhéenne, postmodernité, ce que j'essaie d'analyser depuis de longues décennies, c'est Dionysos. Hein, un de mes livres s'appelle L'ombre de Dionysos. Hein, et le sous-titre d'ailleurs n'est pas inintéressant. C'est Contribution à une sociologie de l'orgie. Je précise, ça n'a rien à voir avec la partouze, malheureusement. J'aurais fait beaucoup de sous. Mais orgué en grec, c'est les passions communes, tout simplement. Hein, voir comment, à bien des égards, les affects, les sentiments, les passions reviennent à l'ordre du jour et retrouvent une force et vigueur indéniables. Alors voilà, pour moi, si vous voulez, ce qui fait qu'il y a une transmutation en cours qui n'est pas prise en compte par la pensée officielle. Et on retrouve des quantités de bons auteurs qui insistent là-dessus. Permettez-moi de vous dire les deux expressions latines, moi qui m'ont toujours fait rêver. Translatio imperii. Donc, l'empire change. Et que quand il y a une translatio imperii, il faut qu'il y ait en même temps une translatio studii, c'est-à-dire une translation dans le savoir, dans la manière de penser. Voilà, c'est ce qui est en jeu actuellement. Et j'essaie d'expliquer dans mon livre qu'est-ce que fut, moi, cette translation, montrant, et je pense que ça ne plaira pas ça à notre ami Rougeron, que le politique a fait son temps. Mais non. Et que c'est la contemplation qui va prédominer. Ou, si je le dis une expression à la manière de Joseph de Maistre, métapolitique. Hein, puis c'est lui qui est le premier à employer cette expression de métapolitique. Non plus le savoir abstrait, mais quelque chose qui est de l'ordre à bien des égards de la connaissance.
L'étymologie est toujours intéressante. Hein. Connaissance, c'est cum nascere. Ça a deux étymologies, connaissance. Cum nascere, naître avec, et cum nocere, connaître avec. Vous voyez, là, quelque chose qui va rendre cette connaissance une dimension qui est une dimension pas ou plus simplement individualiste. Voilà pour moi, non pas le savoir que j'ai dit tout à l'heure, paranoïaque, surplombant, mais au contraire quelque chose qui va s'accorder avec cela même que je décris. Naître avec. Voilà. Et ça me paraît important. Et qu'à partir de là, du coup, ce n'est plus ce qui va prévaloir le futur, mais au contraire, et j'insiste longuement là-dessus, l'idée de tradition. Tradare. Ce qui a été donné, on le transporte. Vous voyez, cette idée de tradition qui repose dans le fond, et regardez que ce mot est un mot de plus en plus envoyé, et c'est un mot qui pour moi est important, le respect. Hein. Respicere, ça veut dire regarder en arrière. Vous voyez. Et on se souvient d'une très belle expression de Léon Bloy, il faudrait la retenir là, celle-là. Hein. Le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Hein, le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Vous voyez. Et c'est ça l'idée de tradition, tout simplement. Alors on a des quantités de termes, je vais pas vous les égrener tous, mais par exemple, quand Auguste Comte insiste, les morts gouvernent les vivants. L'empire nécessaire des générations antérieures. Joseph de Metz, que j'ai cité une ou deux fois d'ailleurs, on conteste son étymologie, mais elle est non moins intéressante. Quand il parle des ancêtres, ou ancestral, ou ancêtre, il dit c'est ce qui est ancien et être. Oui, cette liaison qui va exister entre ancien et l'idée même d'être, en quelque sorte, sous ces diverses modulations. Voilà, en quelque sorte, moi, ce que j'essaie de développer, ce qui fut, à bien des égards, mon obsession. On a des obsessions théoriques. Ce qui fut mon obsession, c'était exactement réfléchir sur la culture, finalement, comme non pas les grandes œuvres de la culture, mais le terreau où pousse l'être ensemble. Et donnons à ces termes son sens fort. La trame sociale. Vous voyez, quelque chose qui fait que, encore une fois, cette idée de racine, à partir de laquelle peuvent croître. Voilà, c'est à partir de là, si vous voulez, que très rapidement, en deux temps, diagnostic, pronostic, ce qui, de mon point de vue, est en train de cesser. J'ai dit tout à l'heure, mais qui reste officiel. Et c'est là le vrai décalage actuellement qui fait que ces 3 ou 4 valeurs que je vais dire dans un instant, pour moi, n'ont plus une force attractive, mais il n'en reste pas moins que cela reste la dimension de la société officielle. Alors, je vais pas développer, c'est pas mon propos ce soir, mais c'est cette idée de travail qui était une nécessité et qui, tout au long du 19e siècle, va progressivement devenir valeur travail, en quelque sorte. Hein. La nécessité, c'est ainsi. Il faut faire avec. Le travail, c'était pour les classes serviles. C'était pour les esclaves ou les classes serviles. Et un homme noble dérogeait s'il travaillait, par exemple. Vous voyez, c'est pour dire que ce n'était pas une nécessité. Et on voit comment, chez deux noms, Kant et Marx, Kant montre dans ses fameux impératifs catégoriques qu'à certains moments, le premier de ces impératifs, tu dois, impératif catégorique, tu dois. Le premier de ces impératifs catégoriques, tu dois travailler. La définition qu'il donne, alors que son œuvre est délicate, difficile d'accès, il dit, c'est la réalisation de soi, la réalisation du monde, l'économie. Et à la moitié du 19e, cette expression me fait toujours sourire, et je me souviens avoir rappelé à tel président qui me convoquait, c'était lui qui avait lancé et repris cette expression « valeur travail ». Je disais qu'il était marxiste sans le savoir. Enfin, c'est dans le Capital de Marx qu'il y a le développement de cette expression « valeur travail ». Vous voyez, nécessité devenue une valeur. Pour ma part, c'est en train de cesser. La manière dont cette valeur va s'imposer, et là encore, vous voyez, je vais citer 2 noms, c'est le rationalisme. Max Weber, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, livre fort intéressant, qui montre bien cette relation qui va exister entre, encore une fois, la rationalisation généralisée de l'existence et puis ce qui va être le modèle anglo-saxon.
Soyons clairs, hein, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est la conjonction. Moi, je sais que je suis anti-protestant, mais je ne peux pas ne pas rappeler, en quelque sorte, qu'il y a là un rapport étroit. Mon maître Gilbert Durand, d'ailleurs, lui-même l'avait souligné. Tout est soumis à raison, je cite ici Weber, tout doit donner ses raisons. Aboutissant, vous connaissez l'expression, au fameux désenchantement du monde. On a mal traduit Entzauberung der Welt. Zauber, c'est le sorcier en allemand. Et donc, il aurait mieux valu dire démagification du monde. Et on voit bien comment, d'une certaine manière, c'est cela, ce rationalisme, qui va, en quelque sorte, se capillariser dans l'ensemble de la vie sociale. Tout est soumis à raison, tout doit donner ses raisons. Il y a un autre auteur qu'on connaît moins, qui est Thomas Kuhn, structure des révolutions scientifiques, connue pour ceux qui s'intéressent à la science. Dans cette structure des révolutions scientifiques, montre que, dans le fond, il y a une équivalence entre l'Europe jusqu'à la fin du XVIIe siècle et l'Extrême-Orient, la Chine, en particulier la poudre à canon, l'imprimerie, etc. Et à ce moment-là, un différentiel, un gap, comme il dit, va s'opérer. La Chine, l'Extrême-Orient va rester jusqu'à la fin du XIXe au même niveau et l'Europe va suivre le processus que l'on sait, exponentiel. Et comment explique-t-il cela? Il dit, cette Europe va suivre, il le dit en latin, la via recta de la raison, voie droite, hein, droit au but, etc. Et que pour ce faire, et c'est l'autre aspect qui me paraît intéressant, pour ce faire, et cette Europe va se débarrasser de toute une série d'impedimenta inutiles, encore en latin, impedimenta, les bagages qui alourdissaient la marche. Et ces bagages, c'était le festif, le ludique, l'onirique. En gros, dénégation de la sensibilité des sentiments et des affects. Vous voyez, anecdotiquement, quand Ford, dans les années 20 du siècle dernier, va demander à Taylor de penser le management des entreprises, il va reprendre exactement ce même schéma, de la rationalisation généralisée. Et on voit bien comment, d'une certaine manière, on a pensé l'entreprise en ne tenant pas compte des affects, des sentiments, etc., etc., etc. À mon avis, c'est en train de changer. Voilà, si vous voulez, c'était ce qui a prévalu dans la modernité, cette valeur que je développe sur ce grand développement du rationalisme. Vous voyez, ce qui n'amène pas une critique, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une critique de la raison, mais c'est une critique d'une systématisation de la raison. C'est ça le rationalisme, c'est-à-dire en quelque sorte quelque chose qui fait qu'on va évacuer les autres paramètres festifs, ludiques, oniriques, qui sont des paramètres humains. Mais et la Renaissance, par exemple, conjuguait en quelque sorte à la fois Médicis et puis Michel-Ange ou Raphaël, etc. Donc il y avait une espèce de conjonction. Tandis que là, ce qui va être ce rationalisme, c'est une espèce d'extrapolation, de systématisation, qui vont donner, dans le fond, tous les grands systèmes que l'on sait du 19e, le marxisme, le freudisme, le positivisme, sous ces diverses modulations. Donc travail, rationalisme, et puis bien sûr utilitarisme ne vaut que ce qui sert à quelque chose. Et on voit bien comment, d'une certaine manière, le monde comme étant le monde et les autres, comme étant des objets, dans le sens simple du terme, que l'on peut manipuler à loisir, manœuvrer, manipuler. Heidegger, poussant jusqu'au bout, on a traduit en français un de ces concepts dont je vous fais l'économie, parlant de cet utilitarisme, il parle ustensilarité. Cette idée d'ustensilarité dans le sens simple du terme, ces ustensiles que je peux manipuler et manœuvrer. Et c'est ça, encore une fois, la grande valeur à bien des égards de la modernité, l'économicisme. Alors maintenant, on dira pouvoir d'achat, puis je ne sais plus trop quoi, enfin, des trucs dans ce sens, dans le discours officiel, mais ça revient fondamentalement à cet économicisme de base que je viens d'indiquer. Voilà. Et dernier mot sur ce diagnostic, on saisit, et pour ma part c'est aussi une de mes obsessions théoriques, on saisit une civilisation quand on a saisi sur quel élément de la triade temporelle cette civilisation mettait l'accent. Passé, présent, avenir. Et en effet, si vous voulez, il y a des sociétés dites, je ne sais pas ce qu'on dit, premières, primitives, traditionnelles, pour lesquelles ce qui était important, c'était la tradition, ce qui venait du passé. D'autres, j'y reviendrai, d'autres, c'est le présent. Ce qui a été la grande marque de la modernité, encore une fois, ce qu'on a ingurgité sans bien y faire attention, c'est le futur, un peu plus tard.
c'est le progrès. C'est ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure. Ce mythe progressiste repose fondamentalement sur cela. Les deux noms qu'on sait, qu'on connaît, etc., Marx et Freud. Marx recherche la société parfaite. Demain, on rendra gratis, et puis toute une série d'éléments plus ou moins sophistiqués. Et Freud, je le dis sans beaucoup de compétences, mais dans le fond, c'est le report de jouissance. Le petit enfant fait pipi, fait caca. Il faut qu'il arrive à maîtriser ses sphincters pour avoir une jouissance plus humaine. Et l'expression de Freud, c'est report de jouissance. Vous voyez, ce pour dire que ces grands systèmes qui s'élaborent au XIXe siècle reposent essentiellement sur une conception futuriste du monde. Demain, un peu plus tard, et le grand mythe du progrès, tout simplement, repose là-dessus. Voilà, de mon point de vue, vous avez compris, et c'est mon propos dans ce bilan, c'est qu'il y a véritablement, dans le sens simple du terme, une saturation de ces valeurs, même si elle continue, à bien des égards, d'être valeur officielle. J'ai bien dit saturation, c'est-à-dire comment, à partir de ce qui cesse, quelque chose d'autre renaît. Voilà. Alors, bien sûr, moi, pour ma part, et ce serait cela mon pronostic, c'est ce que j'essaie de développer, alors je reprends un des termes qui fut un de mes dadas théoriques, si vous voulez, c'est-à-dire ce que j'ai appelé en son temps le temps des tribus. Un idéal communautaire en gestation, où ce n'est plus la République une et indivisible qui va prévaloir, mais à bien des égards la res publica, la chose publique, comme étant à bien des égards une mosaïque. Une forme de cohésion comme la mosaïque, alors que chaque pièce garde sa configuration, sa couleur, sa structuration et tout à l'avenant. Alors voilà, je disais à l'époque tribalisme, je préfère dire actuellement idéal communautaire, en prenant le contre-pied de l'idéal démocratique qui a prévalu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeu va se magnifier en nous. Ce n'est plus l'ego cogito cartésien, mais c'est fondamentalement l'évidence du toi, de l'autre, de l'altérité. Je rappelle que celui qui fut, d'ailleurs un de mes compatriotes, je l'aime beaucoup, c'est un fou génial, Auguste Comte, qui est un fou génial à bien des égards, quand il définit la société, quand il définit la sociologie sans s'en rendre compte au XIXe siècle, il dit « reductio ad unum ». À réduire à l'un de l'État-nation, l'un de l'individu, l'un des grands systèmes de pensée, etc. C'est-à-dire dénégation fondamentalement de l'altérité. De mon point de vue, voilà ma première piste. Le premier élément que j'ai développé tout au long de ma carrière, c'est l'altérité, l'autre, qui peut prendre des formes différentes. L'autre de la tribu, de la communauté, l'altérité de la nature, ce n'est plus l'homme maître et possesseur de la nature qui va prédominer, grand mythe du progrès, mais un processus de trajectivité qui va s'établir. J'aime pas l'écologie, j'ai préféré parler écosophie, une sagesse de la maison commune qui renvoie à ça, et puis l'altérité du divin, du sacré. Là encore, quelque chose qui fait qu'il y a ce retour de cette altérité, et là encore, permettez-moi ici de citer Heidegger, nous passons de l'ère du jeu à l'ère du nous. Encore une fois, et toute une série d'éléments de son œuvre pour là-dessus. Alors voilà le premier point. J'ai bien dit, tendance, principe, ce qui est en train, encore une fois, d'émerger, et on n'a que des indices pour décrire tout. Et que c'est à partir de là, si vous voulez, qu'il y a bien évidemment, et ce sera là la différence à l'opposé du rationalisme, les termes restent à définir. Moi, je n'ai pas toujours encore trouvé un terme convenable. Je propose et je le développe, cette idée de corporéisme. Le rationalisme, c'est un morceau, là-haut. Pour les gens de mon âge, on nous apprenait cela, tiens-toi droit. Dans le tiens-toi droit éducatif, c'était en quelque sorte là-haut, le cerveau qu'il fallait prévaloir. Quand je dis corporéisme, c'est-à-dire comment revêt de plus en plus cette idée, le corps que l'on habille, la mode, le corps que l'on soigne, la diététique, le corps que l'on construit, bodybuilding, gymnastique, etc., tout à l'avenant, vous voyez, quelque chose qui fait que d'une certaine manière, il y a cette conjonction que j'ai dit tout à l'heure, le corps et l'esprit réunis. Retenez cela. Le maître mot de la modernité, le maître mot du 19e, c'est la séparation. Couper. Alors, séparation en termes hegeliens, Spaltung,
c'est la coupure en termes freudiens, mais en quelque chose qui va reposer sur cette espèce de corps et l'esprit, la nature, la culture. Et on va voir des quantités d'expressions de cet ordre, alors que ce qui est important dans ce que j'appelle moi le corporéisme, c'est encore une fois un processus, une coincidentia oppositorum, l'ombre et la lumière. Quelque chose qui montre qu'il n'y a pas de séparation, mais retenez ci, coïncidence, cohésion, sous Stillerman. Et il est un auteur aussi très peu connu ou pas assez connu en France, qui est le cardinal de Cuse, Nicolas de Cuse. C'est lui qui a développé dans la Dox Ignorance cette idée de coincidentia oppositorum. Un bel oxymore à bien des égards qui me paraît intéressant. Et voilà ce que j'appelle le corporéisme. Et du coup, cela va renvoyer non pas à l'utilitarisme, j'essaie de prendre le contre-pied en montrant qu'est-ce qui va naître à partir de ce qui cesse. Moi, je dis une esthétisation de l'existence. En grec, l'aesthesis, c'était le fait d'éprouver des émotions, des passions devant une pièce musicale, un tableau, une sculpture, etc. Il y avait cette dimension dynamique. Et ce n'est qu'au début du 19e, fin du 18e, début du 19e, on va commencer à appeler esthétique l'objet sur lequel se portait l'émotion. La statue, la peinture, la pièce musicale, etc. Moi, quand je dis esthétisation, c'est au contraire, en quelque sorte, le fait que, d'une certaine manière, il y a ces processus, si je puis dire, de vibration commune. L'esthétique va être non pas l'objet, mais ces vibrations, qui fait que d'une certaine manière, on va ensemble vibrer devant ceci et cela, vibrations musicales, sportives, consommatoires, sexuelles, peu importe la matière. Et donc, voilà cette esthétisation qui fait que d'une certaine manière, si je reprends des expressions connues, en tout cas, que nous analysâmes tout au long de ma carrière dans mon centre, faire de sa vie une œuvre d'art. Ne plus perdre sa vie à la gagner. Et on voit revenir, pas sous les formes sloganesques que j'essaie d'indiquer ici, mais un peu cette sensibilité-là des passions communes. C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgie dans son sens étymologique, les émotions de diverses manières. En bref, vibrer en commun. En sociologie, on a un terme pour dire cela d'ailleurs, la syntonie. Mais la syntonie, c'est ces processus vibratoires que j'ai dit de diverses manières. Et c'est cela qui aboutit, si vous voulez, à ce qui est, et non moins inintéressant, puisque ce fut pour moi une de mes constantes, et je m'en explique dans ce livre, la rébellion de l'imaginaire. N'oublions pas que l'Occident a toujours reposé sur une conception iconoclastique. L'image, c'était pas bien, fondamentalement. Je cite deux noms que vous connaissez certainement. On ne sait pas si c'est Descartes ou Malebranche, qui a cette expression que vous connaissez, l'imagination, c'est la folle du logis. C'est-à-dire ce qui ne permet pas le bon fonctionnement du cerveau, en quelque sorte. Et c'est intéressant de noter qu'un auteur qui est pour moi un auteur vraiment mineur, Jean-Paul Sartre, quand il écrit son premier livre en 1936, c'est sur l'imagination. En 1938, il refait un autre livre sur l'imaginaire. Et quand Sartre, dans les deux dates que je viens d'indiquer, reprend exactement l'imagination et la folle du logis. Vous voyez, cette vieille tradition, j'allais dire française, ou en tout cas franchouillarde, qui fait que d'une certaine manière, il y a une vieille méfiance par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que dans le fond, ce qui est important, c'est la réalité, le principe de réalité, économique, social, politique. Je fais une distinction entre ces deux termes, je vous y rends attentif. Ça, c'est la réalité, ça, c'est le principe de réalité. Et c'est vrai que c'était une éducation. Quand votre enfant veut faire de la poésie, le principe de la réalité fait d'abord le droit ou la médecine, enfin, je ne sais plus trop, quelque chose qui rapporte des sous. Voilà un principe de réalité. Alors que le réel est gros de l'irréel. C'est ça l'imaginaire. Max Weber l'a montré. Quand il montre comment, par exemple, voyez, retenez ce petit exemple de Max Weber. Il développe cette théologie de la prédestination. On est prédestiné au ciel ou à l'enfer. Le développement là-dessus, ça se discute. Mais Weber montre montre bien que dans le fond, pour voir si je suis prédestiné au ciel ou à l'enfer,
cela va valoriser des choses de très concrètes, le salaire, le travail, qui est le signe sur terre que je suis prédestiné au ciel. Et c'est là où il a cette belle idée, c'est à partir de l'irréel, la prédestination, qu'on va comprendre le réel, c'est-à-dire la vie sociale tout simplement. Vous voyez un peu, c'est cette idée qui fait que, d'une certaine manière, et pour moi c'est ça l'imaginaire, c'est que dans le fond, ce réel, j'ai bien dit, hein, le réel, pas la réalité, le réel, eh bien, est tout simplement gros des fantasmes, des fantaisies, des fantasmagories, le mot que j'ai employé tout à l'heure, l'onirique, par exemple, hein, les rêves collectifs, quelque chose qui est l'inconscient collectif, bien sûr, de Jung, mais même la conscience collective de Durkheim, ou cette belle expression de Schelling, l'âme du monde. Voilà, pour moi, c'est ça, le retour en force de l'imaginaire, qui peut se voir très simplement et très concrètement. Mais Gilbert Durand, et moi-même par après, je m'en suis servi, euh, parle de l'importance de l'imaginal. Vous voyez, permettez-moi de dire un mot sur ce terme imaginal. Dans la tradition propre à la philosophie allemande, quand Lukács veut montrer l'importance de l'objet qui va nous dominer, il parle de l'objectal, hein, dans la philosophie allemande. Quand Lukács, quand Heidegger va montrer l'importance de l'histoire, il dit historial, hein, pour montrer en quelque sorte comment il y a une capillarisation. Et c'est en ce sens, si vous voulez, que, reprenant Corbin et Durand, Corbin est le premier traducteur d'Heidegger, hein, en 1936, on ne le sait pas ça, va proposer ce mot d'imaginal pour rendre attentif à cet imaginaire qui va se capillariser, un grouillement, hein, ce que j'appelle un grouillement, un fourmillement, hein, propre à cette centralité souterraine, là encore à la société officieuse. Voilà, et pour moi c'est un peu cela qui est en jeu, c'est cet imaginal, hein, qui va curieusement être en accord en quelque sorte, et il y a un rapport entre l'imaginal et un autre terme hal, le sacral. Le sacral, ça a été proposé par ce philosophe qu'on connaît plus beaucoup en France, ce philosophe catholique qui s'appelle Jacques Maritain. C'est lui qui a développé cette idée d'imaginal en montrant comment, de sacral, pardon, excusez-moi, de sacral, montrant en quelque sorte comment il y avait, je dirais, un sacré diffus. C'est mon hypothèse, moi, actuellement. Et qu'il y a de diverses manières, et c'est l'objet de mes derniers livres en particulier, où il y a quelque chose de cet ordre qui renvoie tout simplement au-delà de la, encore une fois, de la simple conception que j'ai dite purement rationaliste, la propension de l'homme au mystère. Et le mot mystère est intéressant parce que le mystère, c'est ce qui unit des initiés entre eux. Ce qu'on dit moins, ce qu'on sait moins, c'est que quand il y a ce processus initiatique, eh bien, du coup, on est muet par rapport à l'extérieur. Le mot muet vient du même mot que mystère, et que mythe, bien évidemment, que l'on partage avec d'autres, et qu'il y a cette dimension d'être muet au-delà, encore une fois, de la communauté auquel je participe. D'où l'importance des rituels de divers ordres, de mon point de vue, qui renvoient à ce partage des mystères. Du coup, on n'est plus là dans ce qui a prévalu durant la modernité, dont Rousseau est à bien des égards le paradigme, l'éducation. L'éducation repose en educar, hein. Le petit enfant est un barbare, je vais le tirer vers l'humanité. C'est un animal, je vais le tirer vers la civilité. C'est ça l'éducation. On voit comment, de diverses manières, cette éducation a fait son temps, alors que la propension au mystère renvoie, de mon point de vue, à l'initiation. L'éducation, on tire. L'initiation consiste à faire ressortir le trésor qui est en tout un chacun. Voilà. Et pour moi, il y a le passage actuellement de l'éducation à l'initiation. C'est, pour le dire en des termes un peu plus soutenus, c'est le caractère charismatique du lien social. Ce caractère charismatique des tribus, de la communauté, de la sodalité, de la solidarité. On pourrait multiplier à l'infini des expressions de cet ordre. Pour moi, c'est ce qui traduit en quelque sorte un humanisme intégral. Non pas un humanisme tel qu'il a prévalu dans les Lumières, les droits de l'homme, je disais tout à l'heure, mais humanisme intégral, ce qui va s'enraciner profond, en quelque sorte, justement, dans ce mystère dont je viens de parler. Voilà un peu, chers amis,
ce que je développe dans cette apologie. Le dernier chapitre, je le dis, il m'a déjà valu pas mal d'ennuis, mais je pense qu'il faut le dire tout de même, c'est que ce qui est en gestation, au-delà du progressisme que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est que c'est un nouveau Moyen-Âge qui est en gestation. Et bien sûr que le mot Moyen-Âge, depuis Michelet, a été un siècle des ténèbres. Alors que quand on regarde ce qui se passe, 12e Abélard, 13e Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure, une espèce de grande richesse, reposant essentiellement sur quelque chose de cet ordre, non pas une morale du politique, mais ce que j'appelle personnellement une éthique de l'esthétique. C'est ethos. On confond très souvent morale et éthique. La morale est universelle, applicable en tout lieu et en tout temps. C'est l'universalisme des Lumières. L'éthique, ethos, c'est le ciment, ce qui va faire une liaison en quelque sorte. Et on peut même parler d'un immoralisme éthique. J'ai fait un article là-dessus, immoralisme éthique, pour montrer cette liaison. Et l'éthique, finalement, c'est un lien social fondé essentiellement sur la raison et l'affect. Permettez-moi, in fine, de rappeler quand même cette formule de saint Thomas d'Aquin qu'il faudrait apprendre par cœur. Nihil in intellectu qui non fuit prius in sensu. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Voyez, et cette espèce de conjonction, de liaison entre ces deux éléments qui me paraissent être importants, c'est la relation de la création et du plaisir, pour le dire en des termes un peu, même pas un terme savant, un terme que l'on utilise sans trop savoir ce qu'on met derrière. Durkheim l'avait employé en son temps. Il est maintenant assez développé. C'est une conception holistique du monde. Holistique, holos, global, quelque chose qui rassemble à bien des égards les morceaux. Et de mon point de vue, c'est cette conception holistique, en tout cas, qui fut mon chemin de pensée. J'ai bien dit, non pas la séparation, mais la complémentation. Et que c'est cette complémentation qui, de mon point de vue, va caractériser à bien des égards les valeurs en gestation dans la postmodernité. Voilà un peu, c'est Walter Benjamin qui emploie cette phrase qui m'a toujours fait rêver. Chaque époque rêve la suivante. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce rêve à partir de ce qui cesse. Je poursuis et je conclus en disant oui, chaque époque rêve la suivante. Il convient bien évidemment d'accompagner ce rêve afin qu'il ne devienne pas un cauchemar. Je vous remercie. TSPA, Jacques. Merci pour en fait partager ces idées avec nous. Voilà. Moi, je voulais revenir en fait sur l'idée d'époque et de période. Parce qu'on a Pardon. D'époque et de période. Ah oui. On a beaucoup parlé de temporalité. On n'a pas beaucoup parlé d'espace. Et je voulais savoir si justement votre analyse, vous la portiez de manière, on va dire, universelle sur, on va dire, l'ensemble du monde tel qu'il tourne aujourd'hui, sur la civilisation occidentale, et dans le cas où ce serait sur une civilisation particulière, si vous pensez que des civilisations autres, ces deux civilisations différentes, peuvent être, on va dire, désaccordées en ce qui concerne la fin, le début et la fin des périodes, des époques qu'elles vivent, et comment se fait à ce moment-là la relation en fait entre ces civilisations si elles ne sont pas au même rythme. Voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes qu'on peut observer liés à ça? Alors, il y a deux éléments dans deux éléments assez différents. Ma réponse rapide, c'est de dire que non, c'est ainsi, vous avez compris que mon propos, je constate, je ne dis pas si c'est bien, si c'est mal, etc. À vrai dire, je vais vous dire en confidence que pour moi, ce que je vais dire, c'est mal. Mais enfin bon, je le dis quand même. Autant il y a eu une occidentalisation du monde jusqu'au XIXe siècle, autant il y a une orientalisation du monde contemporainement. Et que, d'une certaine manière, la différence...
quand il y avait la peste à Rome au Moyen-Âge, c'était 100 ans après qu'elle était à Varsovie, si je caricature. Vous voyez. Là, maintenant, en temps T plus décalage horaire, si je puis dire, il y a des contaminations qui se font. Pas que pour la maladie, mais d'une certaine manière, musique ou autre, art, tout à la manière. Donc, de ce point de vue, non, il y a quelque chose qui est général. J'ai créé en 1982 un centre qui continue d'exister, qui est le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien. Dans le laps de temps que je viens de indiquer, il y a eu un gros laboratoire à Rio, São Paulo, un autre à Séoul. Et on voit que finalement, les mutations, ce que j'appelais translations, ces transmutations épocales, ben, ça se vit très rapidement aux quatre coins du monde. Voilà. Et il n'y a plus cette différence-là. Et il y a, et c'est le second élément que je vais vous dire, une vraie spatialisation dans le sens fort du terme. Je m'explique. Quand les deux grandes catégories, c'est l'histoire et l'espace. Ce qui a prévalu durant toute la modernité, c'est l'histoire, culminant dans le hegeliano-marxisme. Et cette marxisation des esprits continue d'exister, pour l'intelligentsia française en tout cas, qui reste que dominée par l'histoire. Mon hypothèse, moi, c'est que c'est l'espace qui va prévaloir. Le lieu fait lien. Mais j'ai bien dit, cet espace généralisé. Moi qui suis pour les cultures enracinées, je vois que ce n'est plus le cas. J'ai bien dit, en temps T plus décalage horaire, musique, nourriture et tout à l'avenant, bon, se retrouver à Tokyo, et nous on le voit, enfin, dans les études qu'on fait, on se retrouve chaque année à la Sorbonne pour ces gros pôles, Corée, Japon, Brésil, France, et on se rend compte qu'il y a, encore une fois, avec des petites différences de temporalité, quelque chose qui est général. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si je vous réponds bien. Et ne retrouve pas à ce moment-là simplement au sein de la tribu globalisée, en laissant de côté justement des choses qui sont propres en fait, à chaque territoire. Alors, je vais vous répondre d'une manière un peu triviale. J'avais en son temps fait un article en disant « McDonaldisation du monde et cassoulet ». Voilà ma réponse. C'est-à-dire que de fait, il y a cette McDonaldisation sous ses diverses modulations. Alors c'est cassoulet, feng shui, baker-off, enfin peu importe suivant l'endroit où l'on se situe. Racine. C'est et. C'est et. C'est bien ça. Vous voyez ma réponse? Oui, il y a cette McDonaldisation et en même temps une revendication du cassoulet. Je dis cassoulet parce que c'est ma région. Oui, vous avez beaucoup cité Thomas d'Aquin, beaucoup de penseurs chrétiens, dont Jacques Maritain, Saint Bonaventure, etc. Votre pensée est éminemment incarnée par tous vos pores, en tête. Et pour autant, on a toujours le sentiment que votre tendresse va vers Dionysos. Tu as eu le tendresse vers Dionysos. Et, je me suis toujours demandé si votre pensée, c'est une question très intime, en fait, mais n'était pas un petit peu schizophrénique à certains égards. Parce que, vraiment, Dionysos, pour moi, c'est l'incarnation du sacrifice, de la violence, alors même que le crucifié nous en paraît très peu. Alors même que vos auteurs sont éminemment chrétiens et que toutes nos connaissances proviennent de nos sens, vous l'avez trop peur. Et pour autant, c'est toujours Dionysos qui l'emporte chez vous. Pourquoi ? C'est amusant ce que vous me dites, parce que dans mes notes, et puis j'ai vu que je prenais trop de temps, j'ai évacué quelque chose que j'avais l'intention de dire sur l'incarnation, justement. Et parce que tout ce que j'ai dit, c'est sur l'incarnation, bien sûr. Et le Christ en est l'expression achevée, de mon point de vue. Je ne peux pas ici faire référence à ce qui sont mes dévotions, mais c'est le Christ, à bien des égards. Dionysos... En effet, c'est mon petit Dieu chéri. Mais écoutez-moi, et lisez mon livre qui s'appelle L'ombre de Dionysos. Il est en poche en 6e ou 7e édition, L'ombre de Dionysos. Et je rappelle qu'à l'opposé d'Apollon, qui est un dieu ouranien, Dionysos est un dieu chtonien, autochtone. C'est ça, chtonos. Donc vous voyez, il n'est pas là-haut, Dionysos. Il est enraciné, il est autochtone. Et cela a été dit, moi j'ai pas osé la faire, cette relation, cela a été dit déjà, et Maritain l'avait évoqué, cette relation entre Dionysos et le Christ.
comme étant l'incarnation. Retenez ce mot chtonien, autochtone. Alors que, dans le fond, Apollon, c'est un dieu ouranien. Et de mon point de vue, la perspective moderne est une perspective ouranienne. Hein. Je ne l'ai pas assez développé, mais fondamentalement, la bien-pensance repose sur l'abstraction. Abstraction, retenons le mot, vous voyez ce que ça veut dire, hein, abstrait, qui s'est retiré d'une certaine manière. Voilà, donc je défends encore mon Dionysos, mais qui n'est pas du tout opposé, au contraire, à l'incarnation, dont le Christ ces années est une belle expression. Alors, non, mais saint Thomas, quand même, vous avez compris que moi, c'est mes lectures quotidiennes actuellement, saint Thomas d'Aquin. Et je vous renvoie d'ailleurs, moi j'ai la somme théologique en latin et en français, mais depuis peu on m'a offert une somme théologique qui vient de paraître au Cerf, 2 tomes, une traduction remarquable, et je vous renvoie à cette traduction-là qui est remarquable, et l'idée de saint Thomas quand même, c'est ça, hein, la dernière phrase que j'ai dite de lui en latin, c'est cette espèce de conjonction du corps et de l'esprit, de l'incarnation. Et dans le Dieu fait homme, il y a exactement cette dimension-là. Voilà, c'est tout, quoi. On pourrait le développer à l'infini, mais le mystère de l'incarnation me paraît être le grand mystère, qui est un mystère catholique, bien sûr, mais qui est à bien des égards le grand mystère pour bien comprendre l'humanité, l'humain. Vous voyez, puisque j'ai cité Maritain, excusez-moi, je termine la phrase, ce que j'ai cité Maritain, et je l'ai dit, mais je ne l'ai pas fait référence alors que c'est de lui que j'emploie cette expression, c'est ça, comme Maritain, qui était ce philosophe catholique que l'on sait, parle de l'humanisme intégral. C'est lui qui a créé l'expression, l'humanisme intégral. Et cet humanisme intégral, c'était cette dimension chtonienne, hein, c'est-à-dire l'incarnation. On prend ça sur l'histoire. Oui, alors justement, je voudrais peut-être que vous précisiez, mais moi je ne suis pas philosophe, vous insistez, d'abord vous avez écrit un livre là-dessus, il y a un passage, c'est ce que j'ai compris, du je vers de nous, vers l'idéal communautaire. Alors je ne comprends pas très bien, parce que si peut positionner plutôt sur une pensée Attends, parle un peu plus fort, je suis un peu sourd. l'inspiration plutôt chrétienne de l'individu, de la spécificité du sujet, bon là c'est un peu plus psychologique. Je voudrais comprendre comment vous positionnez le jeu, la personne par rapport à cet idéal communautaire qui serait peut-être votre constat, mais du coup, où est la spécificité, que devient la spécificité du sujet qui permet l'altérité justement et la rencontre de l'autre? Ou à partir du moment où on fonctionne de façon tribale, c'est plutôt des fonctions un peu plus agressives et qu'on a beaucoup de mal à rencontrer les autres. Enfin, en tout cas, moi, c'est... Oui, mais peut-être vous avez un certain âge, madame, qui fait que c'est ainsi. et moi vous savez le mien, mon âge. Donc, moi, je suis un vrai individualiste. Mais ce qui est en jeu actuellement, c'est le temps des tribus. C'est le nous. Et donc, c'est la négation du sujet. Non, il y a 2 mots pour dire l'individualité. L'individu et la personne. L'individu est un, la personne est plurielle. Si je le dis d'une manière poétique, Rimbaud, je est un autre. Et c'est ça la grande différence. Lisez mon livre, excusez-moi, qui s'appelle Le temps des tribus. Il va reparaître en poste dans 1 mois. Et dans Le temps des tribus, j'ai un chapitre qui montre le passage de l'individu à la personne. Hein, encore une fois, individu indivisible, c'est une identité. La personne a des identifications. Hein, je peux être maintenant le professeur bon chic, bon genre, avec une vêture ad hoc, et ce soir traîner dans les boîtes malfamées de la ville avec une autre vêture. Voilà des identifications différentes. Hein. Et cela, voyez-vous, j'ai dit tout à l'heure mystère de l'incarnation. C'est le mystère de la Sainte Trinité. Un Dieu un en 3 personnes. Et le mystère de la Sainte Trinité, de mon point de vue, est exactement l'altérité. Hein, c'est-à-dire ne pas exister en tant que soi, mais n'être que par rapport à l'autre. Et ce grand mystère de la Trinité, pour moi, est exactement ce qui renvoie à ce glissement de l'individu à la personne. Le monde bourgeois a essentiellement fonctionné et théorisé l'individualisme. Dans la bien-pensance actuellement, écoutez n'importe quel discours. Non, excusez-moi, je ne parlais pas d'individualisme
que part de la connaissance de soi et la spécificité du Eh sujet. bien, cette connaissance, oui, non, mais oui, j'essaie de vous montrer que rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir des translations, des changements, hein, et que ce qui était réduit à l'individu, pour moi, est en train de s'éclater dans la personne. Et je maintiens, le mystère de la Sainte Trinité, c'est cette espèce d'unité en trois personnes. Voilà. Et il faut réfléchir là-dessus. Et de mon point de vue, c'est cette dimension-là qui va prédominer. Alors, bien sûr, je suis allé sur l'individualisme, je sais bien, je n'ai pas dit que c'était les vôtres, mais qui me paraît être la grande caractéristique de la modernité, du bourgeoisisme, sous ses diverses modulations, socialiste ou capitaliste, alors que ce qui est en gestation, c'est ce que j'appelle, moi, l'idéal communautaire en gestation. Je n'existe que par et sous le regard de l'autre. C'est l'autre qui me crée, qui me dit comment je m'habille, comment je me comporte, comment je parle. Et que ce rapport à l'altérité trouve une expression paroxystique dans ce mystère de la Sainte Trinité. Le passage de l'un à l'altérité, à l'autre. C'est compliqué? Bonsoir, merci pour votre conférence. J'ai eu un sujet en lettres ce matin et je pense que... Et parlez un peu plus fort. Oui, j'ai eu un sujet en lettres ce matin et qui, je pense, pourrait aller dans la continuité de la conférence où vous l'avez évoqué. Le sujet ce matin, c'était de savoir si donc, le XVIIIe siècle est un siècle, du coup, où il y avait une certaine confluence entre donc, la raison et la sensibilité. Le 18e? Oui. Et du coup, donc, le siècle des Lumières, on en observe une certaine confluence, une rencontre entre la raison et la sensibilité. Et je voulais avoir votre opinion justement sur le sujet. Est-ce que du coup, le 18e est plus un siècle de raison, plus un siècle de sens? Alors là, vraiment, ce qui a été dit de diverses manières, je ne crois pas ici dire une nouveauté. Le 18e, c'est le rationalisme, c'est le fondement du rationalisme. Hein, j'ai bien dit, le rationalisme, c'est une systématisation de la raison. Et la philosophie des Lumières, si on prend tous les auteurs de cette philosophie des Lumières, repose sur la prévalence de la raison et une systématisation de la raison. Et le 19e ne fait, Michel Foucault l'a bien montré, ne fait d'une certaine manière que systématiser et institutionnaliser cela. Moi, pour ma part, je considère que c'est l'opposé de cela qui est en gestation actuellement. Hein, ce que j'appelle la postmodernité, c'est justement cette espèce de conjonction. C'est pour ça que j'ai cité saint Thomas d'Aquin. La conjonction du corps et de l'esprit, de la nature et de la culture, etc. Alors que le 18e, je suis étonné qu'on ait pu vous dire ça. Quand même, c'était quoi, un professeur de fac qui vous a dit ça? Enfin, c'était un sujet, on disait qu'il y avait cette espèce de conjonction de la raison et des sens au 18e. C'est absolument faux. Non, mais c'est faux. Enfin, moi, il faudrait que je voie le professeur qui vous a posé cette question. Je lui donnerai une basse. Enfin. Non, parce que c'est assez banal. Je veux dire, c'est connu. Je veux dire, cette espèce d'universalisme de la raison du 19e, c'est une belle chose d'ailleurs. Il n'y a pas lieu de cracher dans la soupe, hein, soyons clairs. Mais c'est ce qui a caractérisé le 18e siècle, c'est cette prévalence fondamentale du rationalisme et l'évacuation, au contraire, des sens, de la passion, etc. Voilà. Alors, cela a culminé, si vous voulez, il y avait toujours un reliquat qui a culminé chez nous en France dans ce qui a été le 1% culturel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on donnait une petite bricole au sens, à la culture, etc. Mais ce qui allait prévaloir, c'était essentiellement la raison. Voilà. Donc, alors, votre question, moi, je serais heureux de savoir à quelle université vous étiez. Non, mais tout fout le camp, c'est évident, mon enfant. Autre question? Merci beaucoup pour votre conférence, monsieur. À vous avoir écouté, j'ai eu du mal à comprendre la notion que vous aviez nommée imagination. Vous pourriez l'expliciter un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, c'est un terme, voyez-vous, cher ami, j'ai fait exprès de montrer qu'on a trouvé, à partir des années 30, un certain nombre de mots en philosophie allemande.
terminé par le al, pour montrer comment il y avait en quelque sorte une capillarisation, j'ose pas dire une généralisation, mais une capillarisation de quelque chose, d'une valeur. Hein. Alors j'ai cité Bloch ou Lukács quand il montre comment quand l'objet société de consommation, dirait Baudrillard. Hein. Quand l'objet devient polyvalent, important, il va en parler de objectal, manière de faire. Heidegger parle d'historial pour montrer comment l'histoire va devenir quelque chose qui est un élément structurel, la temporalité essentielle. Et c'est dans cette perspective-là que j'ai cité Henri Corbin, qui a été un des traducteurs d'Heidegger, qui va utiliser le mot imaginal. En gros, fort simplement, pour montrer comment il y a une capillarisation, une diffraction presque épidémiologique des images, la publicité, l'objet, vous voyez, enfin, le cinéma sous ses diverses modulations. C'est ça le mot imaginal. Vous voyez, encore une fois, j'ai dit capillarisation, une espèce d'exagération d'une spécificité qui va, gardons ces mots très simples, hein, qui va contaminer l'ensemble de la vie sociale. Voilà. Donc l'imaginal, c'est ça. C'est en quelque sorte cette espèce de diffraction, hein, qui est très souvent souterraine d'ailleurs, mais qui va constituer cette centralité souterraine. Et dans la même optique, ce par quoi j'ai terminé, en citant Jacques Maritain, c'est quand il montre le sacral, hein, comme étant en quelque sorte non pas un sacré qui se réduit dans des institutions religieuses, mais qui vont à bien des égards, et j'emploie à dessein cette expression, contaminer la vie sociale. Le sacral, c'est ça, de mon point de vue, hein, qui peut prendre des formes diverses. Je ne l'ai pas dit, mais le sacral, on va le trouver dans le candomblé brésilien, dans le tantrisme, dans le yoga. Enfin bon, on va voir une diffraction de ce sacral, et l'expression de ce que dit Jacques Maritain, c'est le sacré diffus, c'est-à-dire qui se diffuse, hein, qui se diffuse. Voilà, cher monsieur. Merci beaucoup. J'avais une question. Merci beaucoup pour la communication. Je voulais vous demander par rapport, disons, dans votre discours, j'ai eu l'impression qu'il y avait un certain déterminisme de l'histoire. On est porté vers ce mouvement. Et je me demandais, et vous avez été amené par la phrase de Saint-Lama, qui dit, non, ça te passe sentiment. Qui dit, c'était votre peut-être. Mais je vous écoute. Vous allez dire à la fin qu'il faut justement que suivre, mais faire en sorte que cela ne devienne pas chemin. Ah oui, c'est pas Walter Benjamin. Ma question, c'est de quelle façon on peut faire que cela ne soit pas un peu chemin. Ah oui, d'accord, oui, c'est juste, oui. On est dans un moment très délicat. Un peu, vous voyez, si vous avez compris ce que j'ai dit entre l'officiel et l'officieux, où il y a une dimension officielle des institutions, éducatives, politiques, économiques, machin chose, qui reste sur ces grandes valeurs modernes, soyons clairs. Bon, il y a quelque chose d'autre qui est en gestation. Pour moi, le peuple, qui ne se reconnaît pas dans cette représentation politique, journalistique, machin chose, etc. Bien. Alors, mais c'est l'officiel et l'officiel. Hein, à quelque niveau que ce soit, on voit bien comment il y a prévalence de cet officiel. À ce moment-là, ma réponse, je vais le dire au travers d'un mot très simple, qui est proposé par Lévi-Strauss. Il dit, quand il y a ces moments de changement, ben, il faut faire du bricolage. C'est ça ma réponse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a un rêve qui est là, faire en sorte que ça ne devienne pas du cauchemar, cela ne peut se faire que si on sait bricoler. Hein? Il dit de bricoler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est s'ajuster tant bien que mal entre quelque chose là qui est officiel et puis quelque chose qui arrive. Je prends cet exemple, par exemple. Hein, moi, je suis invité très souvent par des chefs d'entreprise et ça me plaît beaucoup de discuter avec eux.
parce qu'à l'opposé des intellectuels, eux, il faut que leur entreprise marche, faire du fric, tout ça, des trucs simples. Et ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas faire fonctionner leur entreprise à partir des grandes catégories de HEC ou de l'ESSEC qui ont été les leurs, qui les ont formés. Ces jeunes managers ne se reconnaissent plus dans ces valeurs. En même temps, il y a une logique économique qui est là. On ne peut pas nier. Et donc, tout l'art, c'est de bricoler entre la logique économique et puis, par exemple, le fait que c'est chez jeunes générations, il y a des termes simples qui vont revenir. Partage, solidarité, entraide, générosité, vous voyez, des trucs un peu ringards, archaïques. Et pourtant, ces valeurs-là sont des valeurs qui sont portées par ces jeunes générations. Donc, c'est ça le bricolage. Et ma réponse, elle est là. Le mot de Lévi-Strauss me paraît très juste. On est dans un moment où il faut bricoler entre, encore une fois, ce qui est officiel et puis ce qui arrive, ce qui pousse. Donc, c'est à vous ça que ça concerne, c'est pas moi. Bonsoir, merci pour votre expérience. Moi, je suis dans la continuité de préciser un petit peu certains concepts que vous avez attendus. Je n'ai pas de grand bagage conceptuel. La première, c'est votre notion de corporealissima et de coincidentia oppositorum. Si j'ai bien compris, c'est pour définir l'homme. Est-ce que ça s'oppose ou dans quelle mesure ça s'oppose au kalos kagatos? Non, le kalos kagatos, moi, me paraît être une idée importante de la tradition grecque, par exemple. Mais comment dire cela? Oui, c'est vrai que c'est un moment j'ai bien dit, de conjonction, d'ombre et de lumière, de vie et des morts. Oui, quand vous parliez de kalos kagatos, je pensais que vous alliez dire Eros Thanatos, oui, par exemple, oui, l'amour et la mort. Là. Non, on est dans un de ces moments où il y a cette conjonction qui est, de mon point de vue, une conception de la complétude du monde. Un homme sans ombre n'existe pas. Une société sans ombre n'existe pas. J'ai cité 2 ou 3 fois mon maître, Gilbert Durand, qui, dans son grand livre « Des structures anthropologiques de l'imaginaire », montre qu'il y a le régime nocturne et le régime diurne. Mais qu'il y a conjonction. On ne peut pas penser la lumière sans penser à la nuit, vous voyez, enfin, etc. On pourrait multiplier à l'infini des expressions de cet ordre. Voilà, ayez cela à l'esprit. En gros, c'est cette espèce de dimension, alors que fondamentalement, la modernité avait réduit, j'ai dit, juste compte, réduction. Là, au contraire, mon hypothèse, c'est une hypothèse, c'est qu'il y a au contraire une diffraction. Mais par rapport à un mot que vous avez employé, je ne fais pas des concepts, moi. Je fais que des notions, métaphores, allégories. J'ai décidé de ne plus faire des concepts. Pour les gens de mon âge, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette marque de voiture qui s'appelle Mercedes. Bon, le slogan de Mercedes, en allemand, c'était « Mercedes ein Begriff », c'est-à-dire « Mercedes, un concept ». Donc j'ai dit « Je laisse le concept au métallurgiste ». Mais pas qu'au métallurgiste, regardez que votre boulanger fait du concept maintenant. Des quantités de... Moi, je vois beaucoup de magasins comme ça, concept de pain, de ceci, de ça. Non, je rigole. Concepire, en latin, ça veut dire fermer. Et les chers collègues font des concepts. Moi, je me suis toujours opposé au concept de mes chers collègues parce qu'ils enfermaient la vie, alors que la vie est toujours en mouvement. Vous voyez, voilà, je ne l'ai pas cité, mais quand celui qui le premier a écrit sur la postmodernité, un philosophe qui s'appelle Jean-François Lyotard, il met la fin des grands récits de référence. Fin des grands récits de référence. Oui. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et ça peut être, de mon point de vue, soit c'est la babélisation, soit c'est Babel, c'est possible, soit au contraire, c'est une espèce de conjonction. C'est mon hypothèse. Dernière question, monsieur. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Là aussi, vous pourrez dire que c'est l'âge, peut-être, qui lui fait parler. Mais je dois mettre aussi cette question parce que je pense qu'elle souffre un besoin de clarification sur la notion de progrès que vous aviez cité tout à l'heure. Le XXe siècle a été riche en apologues du progrès. Je quitte de comprendre, au cours de cette conférence, Doudou, j'entretenais une certaine méfiance vis-à-vis de cette notion de progrès. Est-ce que vous pourriez être plus clair vis-à-vis de la façon dont vous vous positionnez?
Oui, mais il faudrait que je refasse une autre conférence. Il faudra me réinviter. Non, si vous voulez, ma critique du progrès et du progressisme, c'est une de mes obsessions théoriques. Hein, voilà. J'ai écrit un livre, enfin non, j'ai fait ma thèse d'État, ça n'existe plus la thèse d'État, la grande thèse à l'époque. Mon livre s'appelle « La violence totalitaire ». Et dans ce livre, c'était le 1978. Vous n'étiez pas encore là, peut-être. Bon. Et à ce moment-là, je fais et à l'époque, ça m'a valu pas mal d'ennuis. J'ai fait une critique de ce mythe du progrès en disant c'est un mythe. Hein. Moi, je ne dis pas que ça a existé, si vous voulez, encore une fois. Hein, par quoi j'ai commencé. L'humanité allait arriver au lendemain qui chante. Société parfaite. Je ne sais pas quelle est votre formation, mais un philosophe comme Carl Schmitt, Carl Levitt. Et Carl Schmitt, d'ailleurs, en juriste, a dit quelque chose de cet ordre. Ils ont montré que dans le fond, au XIXe siècle, il y avait eu une sécularisation de ce qu'avait été le grand mythe judéo-chrétien, le paradis. Mais alors, ce n'était plus le paradis céleste, il fallait réaliser le paradis terrestre. Vous voyez, mais dans le fond, c'est ça le progrès, c'est pas autre chose. Hein. C'est-à-dire, finalement, hein, j'ai bien dit, demain, on rasera gratis. Les lendemains qui chantent, et on peut décliner à l'infini ce qui est ce mythe progressiste. Amusez-vous à voir, cher ami, comment actuellement, prenez, et je ne vais pas citer des noms, mais quelques présidents ou quelques ministres ou quelques députés, il faut être progressiste. Si vous n'êtes pas progressiste, vous êtes réactionnaire. Moi, je suis réactionnaire. Mais réactionnaire dans le sens de Joseph de Maistre. Il disait « je suis réactionnaire et pas conservateur ». C'est-à-dire réactionnaire, ça veut dire tout simplement s'appuyer sur la tradition. Hein, ce qui est ce vieux fondement sur lequel c'est en gros les racines. Hein, voilà. Et quand j'ai proposé cette idée d'enracinement dynamique, c'est le contraire du progressisme. Voilà. Soyons clairs, le progressisme, ça a marché. Actuellement, le progressisme est officiel encore, il faut être un homme du progrès, alors que de fait, il y a plutôt, de mon point de vue, hein, vous avez compris que ce sont mes hypothèses, pour moi, il y a le retour de la tradition. Et dans le fond, dans mon apologie, j'insiste lourdement sur cette idée de tradition qui toujours, ça marche, la tradition fait un peu peur. C'est toujours dans l'idéologie dominante actuellement, c'est un peu caca la tradition, vous voyez, alors que restons sur cette idée de caca. Dans ce cas-là, comment différenciez-vous le réactionnaire du conservateur? Précisément dans le sens où le réactionnaire s'appuie sur le passé. Alors que le conservateur va être immobile d'une certaine manière. Et l'idée de... Alors, on n'a pas à se figer sur les mots, hein, mais disons que, et c'est toujours délicat de dire réactionnaire, tout ça, parce qu'il y a toujours une connotation qui est plutôt péjorative, hein, mais j'ai donné une série d'indices montrant que la tradition retrouvait une force et vigueur indéniable, de mon point de vue. Voilà. Et en particulier, je vous prie de m'en excuser, chez les jeunes générations. Voilà. Et que c'est cette tradition qui peut prendre des modalités très diverses. Hein. Ça peut être le souci du spirituel, le souci du culturel. Quand je dis souci dans le sens heideggerien, hein, c'est-à-dire ce qui nous constitue fondamentalement. Et que ce souci du spirituel ou du culturel, c'est traditionnel. Voilà. Alors voilà, j'ai cité Joseph de Maistre en disant « je suis réactionnaire plutôt que conservateur », mais le conservateur ne veut pas bouger. Alors que le traditionnel ou réactionnaire va s'appuyer sur ce dont il vient, ancestral. Merci beaucoup. La prochaine fois, vous m'énervez. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.